Bonjour, donc nous sommes très heureux d'être ici et je suis très heureux moi d'accueillir Jean-Gabriel Ganachia. Donc je vais vous le présenter en quelques mots que j'ai pris dans Wikipédia. Il faudrait que je réécrive ma page Wikipédia. Il est légèrement modifié et après on commencera la discussion à propos de son livre. Je vais l'interroger à propos de son livre. Donc Jean-Gabriel Ganachia est docteur de l'université d'Orsay, et sa thèse, je remonte assez loin, hein, mais c'est intéressant je pense, en 1983, c'est sur les systèmes à base de connaissances. Donc c'était déjà de l'intelligence artificielle. Et ensuite il a passé, parce qu'à cette époque ça existait, une thèse d'État en 1987 sur l'apprentissage symbolique automatique, ce qui est encore de l'intelligence artificielle. Alors aujourd'hui il est professeur à l'université Pierre et Marie Curie, toujours. Non, parce que l'université Pierre-Marie Curie a changé de nom. Ça s'appelle Sorbonne Université. Mais c'est au même endroit. Hein. Bon, alors Sorbonne Université, au laboratoire d'informatique de Paris 6, ça existe toujours? Alors, disons que l'abréviation, c'est l'IPSIS. Et comme Paris 6 n'existe plus, on a décidé de ne plus décliner le nom du laboratoire. Excuse-moi. Donc, il faut vraiment que je réécrive. Oui, il faut que tu réécrives la page Wikipédia. J'ose pas la réécrire, j'ose pas y toucher. C'est pas moi qui l'ai écrite. Ah oui, et ils n'aiment pas ça. Hein. Une fois, j'ai juste voulu modifier la mienne en mettant la bonne adresse où il y a mes pages personnelles, et j'ai eu des remarques. Bon, alors, ça m'a calmé. Donc, où tu diriges l'équipe ACASA. D'accord, ça c'est bon, je vérifie à chaque fois auprès de toi. Donc il a créé et dirigé le programme de recherche coordonné en sciences cognitives, qui s'appelait Sciences cognitives, pour le compte du ministère de la Recherche en 1993, puis le groupement d'intérêt scientifique Sciences de la cognition, au ministère de la Recherche, ça incluait aussi le CNRS, le CEA, l'INRIA et l'INRES, de 1995 à 2000. Et plus récemment, il a été président du COMET, c'est-à-dire le comité d'éthique du CNRS, donc entre les années 2016 et 2021. Et aujourd'hui, il est membre du CERNA, c'est une commission aussi d'éthique sur la recherche en sciences et technologies numériques, qui est associée à un groupement d'institutions qui s'appelle Alisten. Donc depuis 2012, tu appartiens à ce groupe. Donc tu es particulièrement bien informé sur les discussions qui se produisent autour de l'IA et autour des problèmes d'éthique de l'IA et plus généralement de l'informatique et des sciences plus généralement, puisque le comité d'éthique du CNRS traite de tous les problèmes d'éthique liés aux sciences et aux laboratoires. Donc, y compris des choses qui ne sont pas directement liées aux sciences, mais au fonctionnement des laboratoires. Alors, le livre dont on parle aujourd'hui s'appelle « Servitude virtuelle ». Il est publié dans la collection « Sciences ouvertes » de Jean-Marc Lévy-Leblond, aux éditions du Seuil. Et c'est un livre qui parle d'intelligence artificielle, mais plus généralement, moi j'ai envie de dire d'informatique avancée, parce que le terme intelligence artificielle est parfois utilisé abusivement pour regrouper des choses qui ne sont pas nécessairement de l'intelligence artificielle, dans un sens un peu précis. Et il parle d'éthique. Donc c'est un livre sur les réseaux sociaux en particulier. Donc le début du livre évoque le fonctionnement des réseaux sociaux. Et le début est un petit peu moqueur, puisqu'il décrit des situations qui semblent absurdes ou en tous les cas choquantes pour des gens de notre génération, ou même peut-être d'autres générations. Et finalement, et ça va être ma première question, on viendra après aux problèmes liés à l'éthique, c'est tu sembles malgré tout un petit peu réticent au développement des réseaux sociaux et à leur extension et à l'utilisation massive qui en est faite par les jeunes et par les moins jeunes, qui en est faite par les jeunes et moins jeunes. Et moi je m'interroge quand même, parce que je n'ai pas un jugement aussi tranché. C'est quand même un moyen de communication et tous les moyens de communication sont bons à prendre. Donc, explique-nous un petit peu pourquoi tu as des réserves vis-à-vis du développement et de l'utilisation aujourd'hui peut-être excessive qui est faite des réseaux sociaux.
Peut-être pour commencer, je suis spécialiste d'intelligence artificielle, j'ai aussi une formation de philosophe. Et ce qui m'a intéressé, c'est de regarder ce monde nouveau dans lequel nous vivons, que l'on peut caractériser par le mot numérique. Le terme est ancien, mais il doit sa fortune nouvelle à l'extension des réseaux sociaux. Vous vous souvenez, pour ceux qui sont plus âgés, dans les années 80-90, on parlait d'informatique. Hein, et il existait bien le mot numérique, il y avait du calcul numérique, il y avait éventuellement de l'art numérique, mais ce qu'est le numérique aujourd'hui, c'est la société qui s'est transformée avec les échanges qui sont médiatisés par les réseaux de télécommunications. Et il m'a semblé que ce monde dans lequel on rentrait était un monde nouveau qui méritait une certaine réflexion. Alors pour bien comprendre pourquoi je suis venu à ça, c'est que j'étais donc spécialiste d'intelligence artificielle et j'ai été invité il y a 20 ans, c'était exactement il y a 20 ans, je m'en souviens très très bien, à participer à une conférence sur l'éthique des sciences. Et alors je ne sais pas comment toi tu le vivais à l'époque, mais pour moi en tant qu'informaticien, il n'y avait rien dans notre activité qui puisse relever de l'éthique. Je pensais qu'à l'époque, les scientifiques qui posaient des problèmes, c'était les médecins avec les expérimentations de Mengele, c'était les biologistes qui jouaient aux apprentis sorciers, c'était les physiciens avec l'atome, mais que nous, on était des agneaux. Et dont il y avait éventuellement eu quelques petites compromissions de certains laboratoires avec des industriels de l'armement, mais ce n'était pas le cas notre cas. Et donc j'ai été amené à parler de ça, et c'était à Alexandrie en Égypte. Et c'est vrai que j'ai hésité à y aller, et puis quand même, ça valait le coup d'aller à Alexandrie. C'était peut-être pas très éthique de ma part, j'ose pas le dire, mais... ensuite, j'ai été invité à parler à Mexico. Et là, j'ai commencé à regarder ce qu'étaient ces questions éthiques. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une communauté à l'étranger qui abordait les questions d'éthique du numérique, éthique des données, éthique professionnelle, liée à ce qu'il y avait dans l'ACM. Et donc, j'ai un peu travaillé là-dessus. Et donc, comme je vous l'ai dit, j'avais une formation de philosophe, mais mes cours d'éthique étaient assez loin. Je m'étais intéressé à l'épistémologie, à plein de choses, mais pas tellement à l'éthique. Et donc, pour essayer de mieux comprendre quels étaient les problèmes éthiques, je me suis dit, je vais utiliser les outils d'intelligence artificielle pour modéliser les raisonnements éthiques. Et ça m'a d'autant plus intéressé que ce sont des raisonnements par défaut, des raisonnements avec des exceptions qui ressemblent un peu à ce qu'on fait en intelligence artificielle, les raisonnements non monotones. Et donc, je me suis lancé sur le sujet. Et, et puis, en parallèle, ça m'a conduit à regarder les questions d'éthique en général du numérique. Et on a contribué à rédiger un rapport sur ce sujet-là, qui est sorti vers 2005-2006, je crois. Et au moment où il est sorti, on s'est rendu compte que le directeur général de l'INRIA de l'époque, Michel Cosnard, avait commandité un rapport du même ordre. Et donc, vous voyez, il y a une conscience progressive qui s'est prise à peu près au milieu des années entre 2000 et 2010, du fait que la société était transformée avec le numérique et donc que ça posait un certain nombre de questions. Et ça m'a conduit à participer à différents comités d'éthique et à me rendre compte que malheureusement, ces comités d'éthique étaient surtout des comités de normalisation, étaient des comités de régulation, et que l'aspect éthique était relativement peu présent. Et ce livre est un peu issu de ces constats-là, donc de plus de 10 ans passés dans ces comités, parce que les premiers comités d'éthique ont été constitués en 2010 à peu près, la CERNA, ça date de 2010. Et pour pouvoir mettre en cause, enfin exactement pour expliquer pourquoi ça posait problème, il m'a semblé qu'il était bon de faire une espèce de panorama de ce qu'était cette société numérique. Et c'est ce que je fais dans la première partie du livre. Alors, je ne sais pas si je suis aussi critique que ça vis-à-vis de cette société, mais ce que je voulais montrer, c'est qu'elle est transformée, elle est très différente. Et c'est ça que j'ai essayé de raconter avec cette rose des vents numérique qui essaye de nous aider à nous repérer à l'intérieur
peut-être pas de la société numérique, mais en tout cas des différentes représentations qu'on se fait du monde numérique. Et je commence en particulier sur les réseaux sociaux par une petite histoire que moi j'ai trouvée assez étonnante. C'est une jeune femme qui batifole, enfin qui coquette, quoi, hein, qui invite son petit ami avec qui elle est en train de rompre à venir la voir, et en même temps elle est avec un autre garçon dans le lit, et le petit ami arrive et ils échangent des textos. Il y a un nombre incroyable de textos. Elle lui dit viens, il dit je veux pas que tu, je dis je veux bien, tu vas me quitter mais c'est pas grave, mais je veux pas que tu fasses venir quelqu'un dans l'appartement pendant que mes affaires y sont. Et puis il arrive et il tue. Donc François vient tuer son rival. Et donc c'est un peu cette confrontation entre une société totalement numérique et puis cette réalité. Mais après, donc, cette petite histoire, bien sûr, qui n'est que le début, je crois que ce qui est intéressant, c'est se demander quel est ce monde numérique, et est-ce que les recommandations des différents comités d'éthique permettent vraiment de prévenir les difficultés que l'on rencontre dans cette société. Oui, mais tu n'as pas répondu quand même à la question. Est-ce que tu trouves que ce développement de la société, d'une société numérique, et en particulier des réseaux sociaux, c'est quelque chose qui doit être encouragé, dont on doit se féliciter, ou est-ce que c'est quelque chose qui est dangereux et donc il faudrait peut-être contrôler, alors, limiter? Je vais peut-être renverser la question. Lorsque les réseaux sociaux ont commencé, c'était très sympathique. C'était des jeunes gens qui mettaient en relation leurs amis dans une université, et donc il n'y avait rien à redire. Vous vous souvenez que Facebook, c'était un jeune étudiant de Harvard qui avait décidé de mettre ses amis en relation sur les réseaux. Et on s'est rendu compte avec le temps que ce qui avait l'air extrêmement positif, constituer des réseaux de relations, pouvait avoir des effets désastreux sur la société. Donc ce que je mets en cause, ce ne sont pas les réseaux sociaux en tant que tels, ce sont les modes d'appropriation de ces technologies qui sont totalement imprévisibles. Et l'éthique, je crois, est là non pour donner des règles de morale rigides, mais au contraire pour nous aider à appréhender des situations nouvelles et inédites. Et c'est bien sûr de ça dont il est question. Donc non, ce n'est pas contre les réseaux sociaux, mais en revanche, vous voyez, Twitter, par exemple, échangé sur 140 caractères, outre le caractère très surprenant, parce qu'au début, moi je me disais, mais pourquoi est-ce qu'on va échanger, quand j'ai vu apparaître les microblogs, pourquoi est-ce qu'on va échanger sur 140 caractères alors qu'on peut s'envoyer des mails qui sont tout aussi gratuits et qui sont beaucoup plus longs. Donc c'est très étonnant. Mais indépendamment de cela, on a vu que ce qui avait l'air tout à fait sympathique, qui nous permet d'expliquer où on est, ce que l'on fait à chaque moment, peut avoir des effets catastrophiques, et ça peut transformer la politique, ce qui, à mon sens, était impensable au moment où ces choses sont nées. Et c'est pas très vieux, c'est né... Twitter, c'était quoi? C'était 2007, 2008, je crois, le début de Twitter, autant que je me souvienne. Non, c'était pas plus tôt, parce que moi je me souviens très bien, j'étais à une émission de radio, on a annoncé ce qu'on appelait le microblogging. C'était Twitter. Merci. Alors, donc maintenant, on va en venir au cœur de ton ouvrage, qui est quand même une réflexion et voire une critique sur les comités d'éthique. Parce que je pense que c'est quand même le cœur de ton livre. Alors tu dis qu'il y a eu, dans un article qui était paru dans la revue de Nature, on mentionnait 84 rapports sur ce sujet. Bon, toi-même, puisque tu as été président du comité d'éthique du CNRS, tu as contribué, peut-être pas à faire un rapport synthétique traitant de tous les problèmes qu'on peut imaginer, mais tu as participé à un certain nombre de publications que tu as encadrées, dont on a discuté dans le comité d'éthique. Et donc tu as toi-même participé à ce mouvement de réflexion qui semble peut-être un petit peu trop important. 84 rapports, est-ce que c'est utile, 84 rapports? Est-ce qu'il n'en faudrait pas moins, mais qu'ils soient plus réfléchis? Et alors tu sembles sceptique sur un certain nombre
de principes de base, et en particulier, tu dis que la plupart de ces rapports considèrent comme valeurs qu'il faut mettre en avant et respecter, qui sont des principes de base, c'est respect de la dignité humaine, liberté des individus, respect de la démocratie, de la justice, de l'État et du droit, égalité, non-discrimination et solidarité, incluant le droit des personnes appartenant à des minorités, et droit des citoyens. Donc tout le monde semblerait d'accord sur ces 5 valeurs-là que j'ai énumérées rapidement. Et puis finalement, on n'interroge pas ces rapports et toi, tu te poses des questions sur cette base qui sert de réflexion au comité d'éthique et pourquoi et tu te poses ces questions-là sur pourquoi ces valeurs-là. Alors, 84 en 2019. On est en 2022, il y en a plus, et en particulier, il y a par exemple l'UNESCO qui a rédigé un pavé, qui est une espèce de, là encore, de rapport sur des recommandations éthiques pour l'intelligence artificielle. Puis la communauté européenne ne cesse de produire des rapports. Il y a eu un livre blanc sur l'intelligence artificielle. Il y a un nombre incalculable de traités de droit pour limiter l'utilisation des technologies de l'intelligence artificielle. Et moi, ce qui me semblait important, après avoir participé à un certain nombre de ces comités, puis surtout après avoir lu les recommandations qui étaient faites, c'était de se demander sur quel fondement cela était fait. Et je dois dire que ces traités ont une certaine vertu. Si vous avez des problèmes pour vous endormir le soir, vous pouvez les mettre sur votre oreiller. C'est-à-dire qu'ils sont extrêmement ennuyeux. C'est quand même... Or, moi, je trouvais que l'éthique, c'est quand même quelque chose de passionnant. Et ce n'est pas vraiment de l'éthique, en réalité, ce sont des règlements extrêmement lourds. Et donc, ce qui m'a semblé intéressant, c'est de me demander, mais ce sur quoi ça se fonde ? Et ce que j'ai trouvé, c'est qu'il y avait 2 types d'origine. Il y a d'une part les droits de l'homme, qui sont cités abondamment. Et ce que tu as mentionné, c'est essentiellement la tradition des droits de l'homme. Donc, ce qui est quand même curieux, parce que l'éthique, ça ne se fonde pas sur le droit, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt la réflexion juridique qui se fonde sur des recommandations éthiques. Oui, donc, tu évoques ce retournement-là. Oui. Et puis la deuxième chose, c'est très curieuse, c'est qu'on a beaucoup utilisé la bioéthique. Et ce qui m'a étonné, c'est que la bioéthique est d'abord très ancienne, elle est légitime en tant que telle, mais elle ne semble pas appropriée au numérique. Et donc il m'a semblé important dans ce livre, c'est ce que j'ai fait, d'expliquer pourquoi les conceptions de bioéthique ne sont pas appropriées au numérique. Alors très rapidement, je vais rappeler ce que c'est que la bioéthique, puis après je vais peut-être expliquer un certain nombre de points sur la gêne que j'ai ressentie avec outre le fait que les traités soient soporifiques, c'est que les recommandations, elles, sont problématiques. Mais au départ, disons, sur la bioéthique, vous vous souvenez que Hippocrate, c'est quand même quelque chose d'extrêmement ancien, c'est de la bioéthique. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit il faut protéger le secret médical, il faut ne pas donner de poison, il faut que le traitement serve à quelque chose. Donc c'est la bienfaisance et la non-malfaisance, et la protection de la vie privée de l'individu. Et puis, il dit ensuite, il faut soigner tout le monde. C'est l'impératif de justice. Après la Seconde Guerre mondiale, à Nuremberg, la constatation de ce qui s'était produit dans les camps de concentration, en particulier les expérimentations sur les malades, ont conduit à rajouter un autre principe extrêmement important, qui est le principe d'autonomie de la personne. C'est-à-dire qu'on doit demander son consentement libre et éclairé aux personnes qui vont être impliquées dans une expérimentation. Donc ça donne, grosso modo, 4 principes. Le principe d'autonomie de la personne, qui hérite de la philosophie kantienne, le principe de non-malfaisance, de bienfaisance, et le principe de justice. Et à partir de ça, on a rajouté un autre principe qui est le principe de transparence, parce qu'on veut, pour que l'on puisse tirer parti des décisions que prennent les machines, comprendre ces décisions, et donc il faut qu'elles donnent des explications. Or, ce que je pensais important, c'était de montrer que ces principes ne sont pas appropriés
pour le numérique. Ils le sont dans le cas de la bioéthique, mais pas dans le numérique. Alors je vais prendre un premier exemple, l'autonomie de la personne. Dans le cas de la bioéthique, il s'agit de demander à chaque individu s'il accepte de participer à une expérimentation, s'il comprend ce dont il s'agit. Et en bioéthique, d'ailleurs, ce principe est un principe qui a des exceptions. C'est-à-dire que si vous avez un accident au bord d'une route, le médecin ne va pas vous demander votre avis, puisqu'il va juger que vous n'êtes pas capable d'autonomie. Alors, dans le cas du numérique, est-ce que le consentement libre et éclairé donc, se donne? Est-ce que lorsque vous signez les conditions générales d'utilisation, vous avez eu le sentiment d'être libre d'abord et d'être éclairé? Alors oui, bien sûr, vous pouvez lire une à une toutes les lignes du contrat chaque fois que vous signez, mais je ne suis pas certain que vous soyez vraiment libre, parce que si vous avez acheté un ordinateur, que vous n'êtes pas d'accord avec une clause, vous pouvez revendre l'ordinateur, je ne suis pas sûr même qu'on vous reprenne l'ordinateur. Donc, vous voyez, alors ensuite, sur la bienfaisance et la non-malfaisance, ça rejoint un peu ce qu'on a dit sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'un certain nombre de dispositifs numériques apparaissent bienfaisants à certains moments. Or, les modes d'appropriation font qu'on se rend compte qu'ils posent des problèmes. C'est le cas des réseaux sociaux, donc, comme je le disais. Et à l'inverse, il y a des dispositifs qui nous apparaissent suspects, mais qui pourraient, dans certaines situations, être bienfaisants. Par exemple, la reconnaissance faciale inquiète beaucoup de monde, si elle est utilisée pour la surveillance, mais il se peut qu'il y ait des applications médicales qui soient fort utiles de ce type de technologie. Donc, tout ça pour bien montrer que ces notions, à mon sens, ne sont pas appropriées au numérique. Alors, qu'est-ce qui se produit dans ces grandes chartes du numérique? C'est que vous avez des recommandations. Donc, non seulement il y a beaucoup de chartes, mais il y a beaucoup de recommandations. Alors, quelques-unes de ces recommandations se répètent. Elles sont en général d'ailleurs de bon sens. Vous voyez, par exemple, là, on va protéger la vie privée. J'imagine que personne d'entre vous n'est contre l'idée de la protection de la vie privée. Mais en même temps, on va protéger la transparence. J'imagine, il y a peu de gens d'entre vous qui vont être pour l'opacité, donc vous êtes pour la transparence. Mais en même temps, si vous prenez un peu de recul, ce dont vous vous rendez compte, c'est qu'il y a une tension entre la transparence et la protection de la vie privée. Alors, plus généralement, si on prend l'ensemble de ces recommandations, elles sont toutes en tension les unes avec les autres. Et donc, bien sûr, les questions d'éthique, ce n'est pas simplement émettre des règles générales avec lesquelles tout le monde, sur le principe, est en général d'accord, mais c'est bien sûr comment arriver à surmonter les conflits entre ces différentes normes. Et bien sûr, ces comités d'éthique ne nous aident pas du tout à approcher ces questions-là. Et c'est bien sûr, je crois, ce qu'il faut arriver à faire dans le futur. Justement, comment tu vois le bon fonctionnement d'un comité d'éthique? Alors, j'ai une expérience c'est ça aussi, dans un comité d'éthique que j'ai trouvé particulièrement intéressant. En fait, j'ai deux comités d'éthique que je préside en ce moment. Il y en a un qui est le comité d'éthique de Pôle emploi. Et l'autre, qui est le comité d'éthique d'une petite institution qui a été mise en place par la BPI et qui a pour but de numériser les données de l'alimentation. Je crois qu'il faut avoir un dispositif relativement complexe avec un comité d'éthique qui est extérieur à une institution qui va développer des outils d'intelligence artificielle. Je pense à Pôle emploi, par exemple. Ils ont mis en place tout un tas de programmes. Par exemple, ils ont des systèmes de gestion des mails. Donc, vous avez une lecture automatique. Ensuite, il y a une réponse. Ils catégorisent d'abord les mails et ils proposent une réponse. Alors, bien sûr, si ça peut aider les salariés de Pôle emploi à rationaliser leur travail et à décider, par exemple, qu'à tel moment de la journée, ils vont traiter de telle chose, des indemnisations, à tel autre moment, ils vont traiter des fins de droit, etc., c'est pas mal. Mais bien sûr, en même temps, s'il y a un système qui fait ça de façon automatique, c'est assez cauchemardesque parce qu'on imagine qu'il n'y a plus personne. C'est-à-dire que la machine reçoit les mails, écrit la réponse et les renvoie. Et donc, bien sûr, il faut absolument s'assurer qu'il y a un homme
derrière et qui ce soit lui, bien sûr, qui décide à chaque étape. Donc pour revenir, ça c'est un exemple. Ils ont d'autres exemples, vous imaginez bien sûr, sur le filtrage des offres d'emploi, l'aiguillage des offres d'emploi, éventuellement sur le conseil aux demandeurs d'emploi, en leur recommandant certaines formations qui pourraient les aider. Et puis aussi, et ce qu'on imagine moins, sur le conseil aux offreurs d'emploi, parce que l'une des difficultés dans notre pays aujourd'hui, c'est que beaucoup d'offres d'emploi ne trouvent pas de réponse. Et donc, il faut aider les offreurs d'emploi à faire des réponses qui soient suffisamment attractives et qui permettent de solliciter les personnes qui sont susceptibles de remplir bien ces fonctions-là. Donc, ce que j'ai dit, c'est que là, il me semble que c'est important dans le comité d'éthique auquel je participe, c'est un comité d'éthique externe. Et donc, qui peut, du fait qu'il est externe, avoir un regard totalement désintéressé sur les dispositifs. Le fait qu'un comité soit externe, ça peut avoir comme conséquence qu'il va mal percevoir les problèmes réels. Alors, justement, il est externe, mais il a à l'intérieur un certain nombre de personnes qui sont vraiment dans le métier, et puis on interroge bien sûr des personnes de Pôle emploi. Et ensuite, justement, je vais expliquer tout le dispositif parce que je crois que c'est important, parce que les recommandations que l'on fait en tant que comité externe, ensuite, doivent se traduire dans le développement des technologies elles-mêmes. Et ça, bien sûr, ce n'est pas nous qui pouvons le faire, puisque ça, c'est un travail d'ingénierie qui est assez coûteux. Et bien sûr, ensuite, c'est réapproprié par un service de Pôle emploi qui va le programmer. Et donc, ils ont un comité d'éthique interne à Pôle emploi qui est complémentaire de ce comité d'éthique externe. Et puis ensuite, je crois que ce qui est important, c'est qu'une fois qu'on a formulé des recommandations, par exemple, vous voyez, vous pouvez dire il faut que les données qui sont traitées le soient localement et que ce ne soit pas centralisé sur un site. Et bien sûr, une fois que vous avez ça, les ingénieurs peuvent fabriquer un système qui traite localement les données, mais ensuite il faut s'assurer que c'est bien traité localement, et vis-à-vis du grand public, il faut pouvoir certifier effectivement ces propriétés. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait aussi un organisme de certification qui, vis-à-vis de l'extérieur, soit capable de dire, ben voilà, ce système prétend avoir telle propriété, nous assurons qu'il a effectivement telle propriété. Donc voilà, l'impression que j'avais, c'est que ça repose sur un trépied, pour répondre à ta question, c'est-à-dire un comité externe qui, en même temps, bien sûr, regarde ce qui se fait et qui échange avec les personnels, un comité interne qui va mettre en œuvre, et puis ensuite un organisme certificateur. Pour être sûr d'avoir bien compris, malgré tout, ce comité externe, pour formuler des recommandations, il va s'appuyer sur des valeurs. Donc c'est bien les 4 valeurs que tu as évoquées tout à l'heure, dont tu disais qu'elles étaient en tension, que tu penses qu'on doit adopter. Donc les valeurs que tu citais, c'était l'autonomie de la personne, la bienfaisance ou plus exactement la non-malfaisance, la justice et la transparence. Nécessairement, pour que le comité puisse formuler des recommandations, il faut qu'il soit animé par un moteur. Et le moteur, ça va être ces 4 valeurs-là, qui sont en tension. Alors après, comment on résout les tensions qu'il y a entre ces 4 valeurs, c'est toute la difficulté. Parce que résoudre les tensions entre ces valeurs, c'est en général en favoriser une contre une autre. Exactement. C'est toute la difficulté, c'est de savoir quels sont les principes qui existent, qui vont entrer en tension, et lesquels, dans chaque cas particulier, on va favoriser. Prenons un exemple, celui de la protection de la vie privée. Donc on a dit tout à l'heure, on est tous conscients de l'importance de protéger la vie privée pour des raisons politiques, pour des raisons de liberté, etc. Mais en même temps, ça entre en tension avec d'autres valeurs qui sont la valeur de la solidarité, éventuellement aussi une certaine transparence, et des questions de sécurité, et tout ça, ça entre en tension. Je vais te donner un autre exemple qui est intéressant pour Pôle emploi, c'est la question de la discrimination. Je suppose qu'il y en a peu parmi vous qui seraient des défenseurs de la discrimination.
C'est difficile dans notre monde. Il y a des pays où ça existe, mais disons qu'on est en général contre la discrimination. Mais en même temps, je suppose qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont très fermes partisans d'une politique inclusive. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait plus de femmes. Mais et comment vous faites pour avoir plus de femmes si vous ne discriminez pas ? La discrimination, c'est le tri. Alors, sur les demandes d'emploi, c'est encore pire. Une demande d'emploi, elle est nécessairement, quand on la traite, on filtre. Si vous avez besoin d'un médecin, vous allez discriminer ceux qui ne sont pas titulaires d'un diplôme en médecine. Alors vous allez me dire, d'accord, ce n'est pas la personne. Maintenant, je vais prendre un autre exemple. Supposez que, alors, il se trouve que c'est parce que je connaissais quelqu'un comme ça, vous vouliez employer quelqu'un pour faire des essayages de soutien-gorge. Vous allez discriminer les hommes. Normalement, vous êtes d'accord ? C'est raisonnable quand même. Même si, avec les progrès de la médecine, peut-être qu'avec des traitements hormonaux, on pourrait aider les hommes à avoir des poitrines opulentes. Mais enfin, ce serait quand même pas raisonnable. Donc voilà, donc vous voyez, ce sont ces questions-là, je crois, bien sûr qu'il faut arriver à traiter aujourd'hui. Et donc il faut affronter cette question de discrimination qui est, dans certains contextes, nécessaire. On ne peut pas, même si on est contre la discrimination, il y a des moments où, bien sûr, on doit discriminer. Donc, si je comprends bien ta réponse, les 4 principes là, que tu as énoncés tout à l'heure et que j'ai répétés, tu considères qu'effectivement c'est une bonne base. Je pense qu'il y en a beaucoup d'autres. En tout cas, les principes sont intéressants parce qu'ils donnent des cadres. Non, je ne pense pas que cela soit d'ailleurs une très bonne base. Je pense qu'en réalité, il y en a beaucoup d'autres et il est important de se nourrir effectivement d'un certain nombre de principes généraux qui donnent des guides, mais les principes ne suffisent pas, ils ne répondent pas aux questions qui se posent, puisque c'est vraiment dans le compromis entre ces différentes exigences que la démarche éthique va pouvoir se poser. Mais alors, finalement, une façon, je dirais, rigoureuse et scientifique de traiter les problèmes que veulent résoudre les comités d'éthique, ça serait en premier lieu, donc dans les premières séances, les premières réunions, de réfléchir à ces principes qu'on va adopter et qu'on va mettre en valeur et qu'on va essayer de manipuler en limitant les tensions ou en les résolvant d'une façon ou d'une autre. Or, mon expérience limitée, puisque j'ai uniquement participé au comité d'éthique du CNRS avec toi, c'est pas comme ça que ça se passe. D'une certaine façon, les valeurs qui sont mises en avant le sont sans le dire, implicitement. Et moi, personnellement, ça m'a mis un petit peu mal à l'aise, parce qu'on ne sait pas ce qu'on défend précisément. Or, peut-être qu'un autre fonctionnement pour les comités d'éthique serait justement de se poser ces questions au départ, et puis de le dire assez clairement, éventuellement de discuter un peu de ces... Moi, je pense que c'est sur les cas particuliers que les problèmes se posent. Et c'est à ce moment-là où il faut qu'il y ait des personnes qui aient une culture assez variée et qui puissent à ce moment-là évoquer certaines valeurs et ensuite qu'il y ait un débat à partir de cela. Je vais peut-être, pour bien expliquer les choses clairement, vous raconter une petite histoire que j'ai vécue. J'ai été représentant de la France à la réunion intergouvernementale qui a rédigé la version finale du rapport sur l'éthique du numérique de l'UNESCO. Et donc je l'étais, le ministère des Affaires étrangères m'a dit voilà, on veut que ce soit des spécialistes, des experts qui interviennent. Alors ce qui était très gênant, c'est qu'on était avec des diplomates de carrière qui ne se souciaient ni d'intelligence artificielle ni d'éthique. Et d'ailleurs, nous avons eu une réunion du groupe européen. C'était une ambassadrice d'Autriche qui a pris la direction et qui nous a dit c'est une question éminemment politique, il ne faut pas parler d'éthique, il faut parler de droits de l'homme. Bon, moi j'étais un peu étonné parce que moi je venais quand même pour parler des questions d'éthique. Il dit non, l'éthique c'est l'arme des démocratures. Ce qu'on appelait les démocratures, c'était la Russie, l'Iran, enfin tous ces pays considérés comme pas raisonnable. Et puis alors, deuxième chose, ils nous ont dit, donc on ne parle pas d'éthique, on parle droits de l'homme, et deuxième chose, il faut défendre les femmes et les filles. Ce qui veut dire que
dans tous les paragraphes ou presque, il y avait la défense des femmes et des filles. Oui, ce sont des choses extrêmement générales. Alors, ça donnait lieu à des conflits interminables avec les autres pays. Bien sûr, les questions sérieuses, puisqu'on était là pour parler d'éthique de l'intelligence artificielle, étaient complètement éludées. L'intelligence artificielle, on n'en parlait pas. Et au moment où ils ont défini l'intelligence artificielle, ils ont expliqué qu'ils ne pouvaient pas la définir parce que ça évoluait. Moi, je suis étonné parce que je leur ai dit, mais écoutez, je suis spécialiste d'intelligence artificielle, ça fait 40 ans, plus de 40 ans que je fais de l'intelligence artificielle, et je crois savoir ce que c'est. Et puis l'intelligence artificielle, c'est quand même plus facile à comprendre que les mathématiques, parce que les mathématiques, ça fait 2500 ans, la définition des mathématiques, c'est difficile, mais l'intelligence artificielle, c'est simple quand même, hein, ça est né en 1956, on a des textes, hein, on sait exactement, et ça n'a pas tellement évolué depuis le début, l'intelligence artificielle, même si on a des résultats impressionnants, mais tu vois, les fondements sont quand même... Et ben non, il nous expliquait que pas du tout, que ça évoluait, que c'était différent. Et alors donc, cette histoire des femmes et des défis était très intéressante parce que lorsqu'on l'a mis en pratique sur les différentes clauses, donc c'est les Européens qui mettaient les femmes et les filles. Ensuite, les Européens, d'ailleurs, ne s'entendaient pas toujours entre eux parce que, par exemple, les Allemands, ils voulaient défendre les personnes transgenres, ils voulaient rajouter tout un tas de choses. Et puis, d'autres pays européens étaient moins tranchants parce qu'ils savaient que s'ils rajoutaient les transgenres, à ce moment-là, vous avez une opposition violente avec les Iraniens. Donc mais alors, donc, on rajoutait les femmes et les filles, et les Russes, chaque fois, bloquaient. Et ils disaient, ah ouais, on est d'accord, mais on rajoute et les hommes et les garçons. Alors, moi, à l'époque, ça me faisait rigoler. Et je me disais, ils sont vraiment drôles, ces Russes, ils sont facétieux. C'était en 2021. Vous voyez, en 2022, après la guerre, la déclaration de guerre, j'ai compris que ce n'était pas seulement facétieux. Les hommes et les garçons, c'était une exaltation des valeurs viriles qui aujourd'hui fait un tout petit peu trembler lorsqu'on y réfléchit. Mais donc, tu vois, cette discussion sur les valeurs générales, je la trouve extrêmement difficile. Elle me semble assez vaine. Et là, il y avait clairement un désaccord sur les valeurs de base. Ah, il y avait bien sûr des désaccords fondamentaux sur les valeurs de base. Et alors après, il se trouve que j'ai participé à différentes réunions et entre autres, j'ai été invité à la demande du gouvernement français à une relation bilatérale entre la France et la Chine sur l'intelligence artificielle qui s'est produite en ligne. Et il y avait donc l'idée, c'était France et Chine. Il y avait 3 exposés, 2 de techniques sur les applications de l'intelligence artificielle et un sur l'éthique. Et on m'a demandé de parler, faire une présentation de la conception française. Bon, c'était peut-être pas la conception française, mais en tout cas une conception de l'éthique face aux Chinois pour voir si on pouvait s'entendre. Et on négocie avec les affaires étrangères. Je leur dis, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a le droit de tout dire? Ils me disent, bon, c'est quand même la diplomatie. Alors on décide d'éluder, j'ai un peu honte maintenant, un certain nombre de points qui peuvent fâcher. Par exemple, vous voyez, la reconnaissance faciale, j'en ai pas trop parlé parce que disons, le crédit social, je voulais pas trop en parler. Vous savez ce que c'est le crédit social, alors le crédit social en Chine, c'est l'idée qu'il y a un score qui est donné, c'est dans certaines villes, un score qui est donné au départ, et puis ensuite vous avez dans la rue et un peu partout des systèmes informatiques qui détectent votre comportement, et si le comportement est supposé être bon, on vous rajoute des points, et s'il est supposé être mauvais, on vous enlève des points. Et par exemple, si vous traversez, que vous n'avez pas le droit de traverser, et bien à ce moment-là, d'abord vous avez un grand panneau, où on dit « honte à vous, vous avez traversé », on vous photographie et on vous enlève des points. Alors bon, ça c'est pas trop grave, mais bien sûr, si on vous enlève trop de points, au bout d'un certain temps, vous ne pouvez plus voyager, vos enfants ne peuvent plus aller à l'université, et les personnes qui essayent de vous téléphoner ont une sonnerie spéciale qui indique que vous êtes une personne peu recommandable. Bon, ça donne froid dans le dos, ce type de choses. Il y a beaucoup de choses en Chine tout à fait étonnantes. Par exemple, cet été, je ne sais pas si vous avez vu, ils ont sorti un stylo qui permet de suivre en direct l'activité des élèves pour savoir s'ils font bien leur devoir de vacances, savoir sur quelles questions ils ont travaillé et combien de temps ils y ont passé. Alors bon, moi, ça me donne un peu froid dans le dos. Entre parenthèses, vous savez comment il s'appelle ce stylo ? Il s'appelle Le Pen. Bon, c'est juste une parenthèse, mais c'est vrai, c'est pas. Alors, pour revenir à cette histoire avec la Chine, donc, je parle mes 10 minutes.
hein, et donc je veux dire, je fais quelque chose un peu précis, mais en parlant pas des choses qui fâchent. Et le Chinois, lui, il prend la parole, il parle 25 minutes. Là, ça donne déjà une idée. Hein, c'est étonnant dans une réunion internationale diplomatique. Et alors, en même temps, je veux dire que c'était très utile qu'il parle 25 minutes et il m'a livré quand même beaucoup de choses que je n'aurais pas imaginées comme ça. En réalité, j'avais déjà vu des vidéos qu'il faisait, mais là, c'est encore plus clair. Puis j'avais, c'est transparent. Alors, la vision des Chinois est extrêmement différente de la nôtre, parce que nous avons, en France, en Occident, une vision plutôt de défense de l'individu. Vous êtes d'accord, hein, il faut... Ben, les Chinois, ils pensent que le mal, c'est l'individu. Et que le bien, eh ben, c'est la collectivité. Et donc, il faut défendre une espèce de symbiose des individus entre eux. Et l'idée, c'est que nous a présenté ce chercheur, c'est que les agents cognitifs, c'est-à-dire les dispositifs qu'on fabrique, vont avoir dans les années qui viennent une empathie cognitive pour nous. Je ne sais pas comment il fait pour le dire, mais en tout cas, il l'affirme. Et donc, si on veut vivre dans une société harmonieuse, il faut qu'il y ait harmonie entre les hommes et les animaux, entre les hommes et les végétaux, entre les hommes et les robots, mais il faut qu'on éprouve une empathie cognitive, non seulement pour les animaux et la nature, mais aussi pour les robots. Bon, c'est assez, oui, c'est quand même très, 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 très surprenant. Donc effectivement, dans le monde, hein, on n'a pas du tout les mêmes conceptions. Hein. Demain, avec les Américains, alors les Américains, on se dit, bah, c'est notre culture, hein, c'est comme l'Europe. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du Cloud Act. Alors ça ne veut pas dire cloud, ça ne veut pas dire nuage, hein, c'est un sigle, je ne me souviens jamais, tu te souviens d'un... Hein, enfin, c'est un sigle, mais ce que veut dire le Cloud Act, c'est lorsque un industriel américain possède des données personnelles, le gouvernement américain peut lui demander de récupérer toutes ces données pour des questions de sécurité intérieure. Et il peut le faire sur donc, toutes les données de tous les industriels américains, même si les serveurs où sont stockées ces données sont en dehors des États-Unis. Ça veut dire que, par exemple, lorsqu'en France, hein, on traite vos données de santé avec Microsoft, le gouvernement américain peut exiger de Microsoft qu'il lui transfère toutes vos données. Point supplémentaire qui est précisé, c'est que l'entreprise qui va transmettre ces données ne doit pas le faire savoir. En plus. Ouais. Donc, vous voyez, ça vous montre bien qu'il y a des conceptions éthiques qui sont extrêmement différentes selon les pays. Alors là, c'est pas l'éthique, c'est de la politique, mais ça montre bien. En tout cas, il n'y a pas de comités qui se sont opposés à ça aux États-Unis. Voilà, c'est clair que les principes qui vont présider aux décisions d'un comité d'éthique ou aux formulations et aux recommandations ne vont pas être les mêmes en Chine, aux États-Unis et en Europe. Tout à fait. Et c'est pour ça aussi que ces questions d'éthique me semblent extrêmement importantes. Il y a des enjeux politiques derrière qui sont vraiment majeurs. Et bon, c'est un peu ça d'ailleurs que j'expose hein, dans le livre. Hein, c'est que... Je vais poser une dernière question pour parler un petit peu d'autre chose, et après la salle pourra poser des questions. C'est à propos des craintes qu'on a à propos de l'IA. Alors, toi, tu penses que les craintes qu'on a, et en particulier en pensant au pouvoir dont pourraient s'emparer les IA, etc., ce sont des craintes stupides, et que par contre, il y a d'autres craintes qu'on doit avoir à propos de l'IA et qu'on n'a pas. Et donc, je voudrais que tu développes un petit peu cette idée-là. Alors, peut-être pour résumer cela, un grand écrivain de science-fiction, Ray Bradbury, que certainement beaucoup d'entre vous connaissent, à qui l'on posait régulièrement la question « Est-ce que vous avez peur des robots ?» Il disait « Non, je n'ai pas peur des robots, mais j'ai peur des hommes qui se cachent derrière les robots. » Eh bien, je pense qu'il en va de même de l'intelligence artificielle. À titre personnel, je n'ai pas de crainte que les dispositifs technologiques que l'on développe, tout d'un coup, prennent le pouvoir, prennent conscience et nous dépassent. En revanche, hein, je peux craindre à la fois les personnes qui manipulent ces dispositifs, mais aussi la machinerie sociale qui fait appel à ces dispositifs et qui se déploie, elle, de façon totalement indépendante. Hein, c'est le risque. Je vais donner un petit exemple. Hein. Vous pouvez imaginer qu'un jour, il y ait des dispositifs de diagnostic médicaux qui soient relativement efficaces statistiquement.
Et le risque, c'est pas tant que ces dispositifs prennent le pouvoir, parce que, bon, normalement, c'est pas parce qu'on fait un diagnostic spécialisé d'une maladie, d'un mélanome ou de n'importe quelle autre maladie que le système va prendre le pouvoir. Mais en revanche, le risque, c'est que les assurances sociales, tout d'un coup, disent aux médecins, écoutez, si vos décisions s'écartent trop de celles de ces dispositifs automatiques, à ce moment-là, eh ben, vous allez engager votre propre responsabilité. Et donc, à ce moment-là, ben, s'il y a une erreur, vous serez puni. Et donc, à ce moment-là, bien sûr, on pourrait avoir, par souci de confort de la part des médecins, une renonciation à leur propre décision. Et je crois que c'est ça qui serait extrêmement dangereux. Et ça peut bien sûr s'étendre à toute la société, c'est-à-dire que le moment où on sera forcé de se conformer aux injonctions et aux décisions des machines, mais c'est pas, vous voyez, les machines qui prennent le pouvoir, ce sont les hommes qui renoncent à leur liberté et leur responsabilité face aux machines. C'est là, je crois, qu'il y a des dangers tout à fait considérables qui existent aujourd'hui. Et puis, les hommes derrière les machines, je crois que ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on a une société où les flux d'informations sont de plus en plus nombreux, de plus en plus vastes. J'avais, il y a quelques années, écrit un livre en reprenant un concept qui avait été introduit par un technologue américain, qui est le concept de surveillance. Vous voyez, dans les sociétés, disons à partir de l'état de droit, il y a l'idée de surveillance, c'est-à-dire qu'on s'assure que l'ensemble des citoyens respectent bien les lois. Et l'idée donc ça, c'est l'État central qui prend de l'information et qui utilise cette information pour renforcer son propre pouvoir. On a vu les abus, bien sûr, de la surveillance dans les totalitarismes qu'il y a pu y avoir au milieu du XXe siècle, ou dans la première moitié plutôt du XXe siècle. Mais la surveillance, c'est autre chose, c'est le fait qu'avec un téléphone portable, n'importe qui est capable de prendre de l'information et de la diffuser. Alors, quels sont les effets positifs? C'est que, bien sûr, on peut mettre en cause des actions de la police qui seraient excessives, on peut mettre en cause des hommes politiques qui se comportent mal. Donc, de ce point de vue-là, c'est très positif. Mais, en même temps, l'aspect problématique, c'est que vous avez tellement d'informations que tout le monde est perdu. Et donc, à ce moment-là, vous pouvez avoir des diffuseurs d'informations, les organismes informationnels qui vont agréger ces informations et choisir de diffuser celles qui semblent préférables. Et c'est ce que font aujourd'hui les réseaux sociaux. Et c'est là où ils prennent un pouvoir tout à fait considérable et où, à mon sens, ils peuvent jouer un rôle extrêmement délétère sur le tissu social, c'est-à-dire qu'ils peuvent conduire à une fragmentation de la société avec différents phénomènes qu'on a vus. Aux États-Unis. C'est les phénomènes de bulles de filtre, les phénomènes de polarisation de la société. Et c'est ça, je crois, qui me semble vraiment problématique pour les années qui viennent, plus que le fait que les machines, tout d'un coup, prennent leur indépendance, parce que, pour l'instant en tout cas, avec les types de technologies qui sont en œuvre, on est extrêmement loin de cela. Très bien. Alors, il ne reste pas beaucoup de temps, mais je vais quand même donner la parole à la salle. Si quelqu'un veut poser une question, je lui tends le micro. Je vais y aller. Je vous remercie. Oui, une petite question sur les systèmes en deep learning et comment dire, la possibilité de ceci pour être des systèmes éthiques. Autant je peux concevoir qu'un système expert qu'on va programmer et donc dont on connaît les paramètres, on peut avoir une influence sur elle et donc qu'on peut lui mettre une certaine éthicité, je ne sais pas si le terme existe, vous m'en excuserez, mais un système en deep learning qui lui va finalement alors peut-être pas programmer, mais dont il va définir lui-même les paramètres dont il va tenir compte pour arriver à un résultat final, est-ce que lui peut-il être éthique, vu qu'on a... Vous avez tout à fait raison de poser cette question, parce qu'il faut bien comprendre que l'éthique, c'est la réflexion, mais qui conduit à des prescriptions. Et
les technologies d'intelligence artificielle fondées sur l'apprentissage sont essentiellement fondées sur des descriptions qu'elles vont essayer d'agréger et ensuite de condenser, etc. Et bien sûr, il se peut que ce système ait des performances extrêmement grandes, mais ne prenne pas en compte les prescriptions que l'on veut mettre. Et c'est pour ça qu'on travaille dans mon équipe sur des dispositifs qui seraient un peu au-delà, une espèce de superviseur qui permettrait de limiter les possibilités d'action d'un agent autonome qui serait programmé avec des techniques d'intelligence artificielle. Donc effectivement, je pense que ce n'est pas le deep learning qui peut être éthique. En revanche, on peut avoir des réflexions à la fois sur la supervision, et puis on peut aussi, une fois qu'un système est entraîné par apprentissage, vérifier quand même que, par exemple, il n'y a pas de dérive, qu'il y ait une équité qui est respectée, qu'il n'y a pas ce qu'on appelle des biais, des préjugés liés au genre ou liés à différents traits. Par exemple, le code postal, qui peut être corrélé lui-même dans certaines villes aux États-Unis avec la couleur de peau, etc. Donc voilà, c'est ce type de choses sur lesquelles on travaille aujourd'hui. Bonjour. Alors c'était une remarque. Europol a sorti un rapport récemment qui annonce que d'ici 5 ans, on estime que 90% des contenus sur Internet seraient générés artificiellement. Donc ça posera beaucoup de questions d'éthique. Et on commence à voir arriver des agents intelligents qui vont permettre à des apprenants, que ce soit des enfants ou des adultes, de se former, en tout cas d'interagir. Et donc là, ça va aussi poser beaucoup de questions sur ce qu'il y aura dans ces agents qui vont orienter ou pas ce qui sera la connaissance qui sera transmise. Merci de cette question. Alors sur la première question, effectivement, on a de plus en plus de systèmes qui génèrent des contenus. Alors ça peut être des images, bien sûr, mais ça peut être des textes. Alors à ce propos, d'ailleurs, si vous avez le temps, vous pouvez regarder le dernier numéro de La Recherche. J'ai publié une chronique, j'ai une chronique éthique, et là, je me suis amusé à générer automatiquement le texte avec un logiciel, ce sont des gros modèles de langage qui sont entraînés avec de très grands corpus. Alors celui-là, c'est GPT-2, qui est un modèle relativement vieux, il est encore plus performant. Et je lui ai posé comme question simplement une phrase, une graine, qui est la génération automatique de texte, le plagiat d'idées et l'intégrité scientifique. Et là, il m'a engendré un texte de plus de 2 pages, et un peu coupé, et je l'ai traduit avec DeepL, sans y toucher, sinon. Vous pouvez le lire. C'est assez bluffant, parce que c'est pas extraordinaire, mais on a un texte qui se tient à peu près. Ensuite, bien sûr, j'ai commenté ça dans le reste de ma chronique, parce que je l'ai pas intégralement écrit là-dessus, enfin à partir du texte, mais je l'ai écrit sur le sujet. Et ce qu'on sait, c'est qu'il y a énormément d'articles scientifiques qui sont maintenant rédigés à l'aide de dispositifs de ce type-là. Alors c'est ce qu'on appelle en anglais paper mills, ou les usines à papier en français. Ce sont des officines qui permettent à un chercheur de décider qu'il va écrire un article, donc il peut donner par exemple tel résultat, il peut pomper d'ailleurs les résultats dans notre article. De toute façon, on ne verra pas que c'est du plagiat parce que le texte sera complètement différent de l'autre article. Donc c'est extrêmement inquiétant, et ça pose énormément de problèmes. Alors, donc vous avez lu effectivement le papier dont vous parlez, je l'ai regardé, mais il y a eu autre chose, il y a eu un article du COPE, c'est Committee on Publication Ethics, où justement il parle du problème que ça pose pour les publications scientifiques, où il y a de plus en plus d'articles générés automatiquement. En plus, vous voyez, le problème, c'est que ça veut dire que les experts, ils vont être noyés dans la somme de papiers qui vont arriver, et parmi ces papiers, il va falloir qu'ils disent, voilà, celui-là, il ne vaut pas. Et c'est pas évident, vous regarderez sur ma chronique. À première lecture, ça se tient à peu près, vous voyez, et c'est pas du tout simple. Donc c'est une énorme question. Une lecture superficielle ne va pas distinguer immédiatement que c'est un faux texte. Par contre, une lecture approfondie par un spécialiste va voir que c'est un faux texte. Eh bien, c'est pas aussi évident que ça. Tu liras le texte que... Bon, moi, je l'ai fait avec GPT-2 qui avait été entraîné à partir d'encyclopédies en ligne, et ça ressemble vraiment à du Wikipédia. Moi, j'ai déjà vu des faux textes comme ça. Bon, ça fait pas illusion très longtemps.
Et ben ouais, mais tu regarderas parce qu'aujourd'hui, ça fait tellement de progrès que c'est vraiment c'est très troublant hein, comme résultat et ça pose beaucoup de questions. Donc là, effectivement, on commence à regarder comment on peut faire hein, pour essayer de. Alors vous aviez une deuxième question sur les systèmes d'apprentissage et là effectivement, hein, si on a un apprentissage avec des dispositifs automatiques, ben, peut-être effectivement que l'enseignement qu'il donne peut être orienté. Mais ceci étant, ça, c'est un problème qui n'est pas nouveau, parce qu'avec les livres, la question se posait déjà. Hein, et bien sûr, il y avait des livres qui pouvaient éventuellement hein, orienter dans un certain sens. Hein, mais donc, c'est surtout le premier problème hein, qui, moi, me semble très, très problématique. Merci beaucoup. Malheureusement, on est obligé de s'arrêter pour laisser la place au suivant. Donc, je rappelle le titre du livre de Jean-Gabriel Ganassia, Servitude virtuelle, collection Sciences ouvertes de Jean-Marc Lévy-Leblond aux éditions du Seuil. Mais il y a bien d'autres livres de Jean-Gabriel Ganassia qui traitent d'intelligence artificielle ou d'autres sujets liés à l'informatique et qui méritent tout autant d'être lus. Voilà. Merci beaucoup. Merci.